Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour votre émission Sous la brèche. Ce dimanche, je reçois pour vous le professeur Idrissa Mohamed Ouedraogo, agrégé d'économie. Il est titulaire d'un PhD en économie, ancien directeur de la FASEG, la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Ouagadougou, ancien directeur de la maîtrise d'ouvrage de Bagré. Le professeur Ouedraogo est actuellement le directeur exécutif du CEDRES, le Centre d'études, de documentation, de recherche économique et sociale. Il dirige également les laboratoires d'analyse et de politique économique. Professeur Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour moi. Cela fait 31 ans que vous enseignez l'économie. Si on se réfère bien entendu à 1986, qui est l'année à partir de laquelle vous entrez à l'Université de Ouagadougou comme enseignant. Aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur l'économie en tant que discipline? Un regard d'universitaire à l'économie en tant que discipline. Et il est évident que dans le contexte actuel où nous vivons dans nos pays, des difficultés économiques, ça fait quand même depuis près d'une soixantaine d'années que nous avons essayé de mettre en œuvre des programmes de développement économique. Et 60 ans après nos indépendances, nous sommes toujours à la traîne par rapport aux autres pays. Ce qui fait qu'on peut s'interroger si réellement notre discipline, est-ce que les économistes font ce qui doit être fait pour que, effectivement, nous puissions avoir le développement que nous souhaitons, le développement économique et social que nous développons et nous souhaitons avoir dans nos pays. Et à ce titre, j'avoue que ces dernières années, nous sommes en train de réfléchir dans le cadre de mon laboratoire au fait que, de façon générale, l'économie que nous enseignons ou les modèles que nous mettons en œuvre dans nos pays sont des modèles qui sont inspirés des modèles qui ont été mis en œuvre dans d'autres pays, notamment les pays occidentaux. Or, ces pays, de façon générale, mettent ces modèles sur la base de l'observation de leur société. Et il n'est pas évident que leurs sociétés soient les mêmes que les nôtres. Et donc, lorsque vous prenez des modèles qui sont basés sur l'observation d'une société donnée et que vous les transposez dans un autre pays, il est clair que vous risquez d'avoir des résultats qui ne sont pas des résultats probants, efficients. Et c'est dans ce sens que nous sommes en train de réfléchir au fait que, est-ce qu'il ne faut pas partir de nos économies à nous, de nos sociétés, essayer de revoir ce que j'appelle la nouvelle économie du développement. Essayer d'asseoir une théorie de développement qui part de nous, de nos observations, et qui nous permettrait éventuellement de pouvoir proposer des modèles de développement que l'on pourrait mettre en œuvre dans nos pays. En parcourant votre CV, j'ai fait le constat que vous avez été formé en France, aux États-Unis. Je pense que cela pourrait être vérifiable pour un certain nombre d'intellectuels ou d'hommes de sciences africains. Mais le constat que l'on fait, en tout cas aujourd'hui, c'est que l'Afrique au sud du Sahara, vous l'avez relevé tout à l'heure, est économiquement en retard. Comme si l'universalité de la science n'opérait pas pour les pays africains. Comment est-ce que vous expliquez ce retard-là? C'est vrai. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir fait en fait, le système francophone et le système anglophone. Ça m'a donné l'occasion de pouvoir faire des comparaisons. J'ai fait ma maîtrise à Abidjan, ensuite une thèse de 3e cycle à Clermont-Ferrand et après un PhD à Knoxville aux États-Unis. La question de l'université, c'est vrai que la science économique notamment, il y a des bases qui sont communes à toutes les sociétés. Il y a des lois que nous dérivons de ce que nous observons qui s'appliquent à toutes les sociétés. Mais au-delà de ces lois que nous dérivons, qui sont des lois générales, il y a quand même des spécificités de chaque pays qu'il faut observer et essayer de partir de là pour pouvoir mettre le modèle en marche. Vous comprendrez que dans nos pays, j'aimerais dire que dans nos pays, nous avons un fort développement du secteur informel. Et le secteur informel constitue près de 80%, 50% plutôt, 40 à 50% de l'emploi dans nos pays. Il contribue à près de 40%, à 30 à 40% au PIB de nos pays. Et si vous n'observez pas ce secteur-là, vous ne cherchez pas à comprendre comment ce secteur fonctionne, quel est son modus operandi, quelle est sa logique interne, vous ne pourrez pas asseoir une politique qui puisse réellement répondre
à vos économies, aux besoins de vos économies. Et quand on regarde comment le secteur informel fonctionne, par exemple, on observe qu'il fonctionne en fonction de la demande de nos populations et de nos peuples. C'est-à-dire que c'est un secteur qui réellement, quand vous êtes dans l'économie de marché, qui fonctionne comme le marché le souhaiterait, l'exige, et qui produit en fonction de ce qui est demandé. Et donc, à mon avis, je crois que la science, effectivement, science économique en tant que telle, on peut la considérer comme relativement universelle, mais il y a des aspects sur lesquels il faut revenir et les adapter à nos économies. Justement, vous avez fait votre doctorat sur la question du secteur informel. Est-ce qu'en tant qu'universitaire, vous avez le sentiment que les travaux, d'une façon générale, du monde universitaire sont suffisamment pris en compte par ceux qui sont chargés de la mise en œuvre des politiques publiques, notamment dans le domaine de l'économie? Oui, ça c'est vraiment le gros problème qu'on a dans nos pays. Nous avons, notamment dans notre secteur, encore une fois, l'économie, où nous sommes quand même appelés à faire des propositions de politique économique. J'avoue qu'au niveau universitaire, nous sommes très peu écoutés, à mon avis. Nous sommes très peu écoutés. Et les propositions que nous faisons sont très rarement ou très peu prises en compte par les politiques. Tout simplement parce qu'il y a des moments où les propositions que nous faisons ne vont pas forcément dans le sens de ce que le politicien, ce que le politique veut voir. Ils auraient souhaité que nous puissions avoir des solutions qui vont dans le sens de ce qu'ils auraient aimé voir, ce qu'ils auraient aimé mettre en œuvre. Mais il y a des moments quand vous êtes technicien, vous êtes obligé de faire des propositions relativement concrètes qui sont parfois différentes et qui vont parfois à l'encontre de ce que le politicien souhaiterait voir. Et là, en général, vous êtes très mal suivi, vous êtes très peu suivi de façon générale. Pour certains de ces hommes politiques qui ont été formés dans les mêmes universités, est-ce que vous direz qu'une fois qu'ils sont dans le champ politique, ils mettent leurs connaissances au vestiaire? Oui, pour certains, enfin pour bon nombre d'entre eux. Bon, j'ai eu l'occasion de côtoyer certains d'entre eux. J'ai compris qu'il y a certains qui, objectivement, font appel aux universitaires. Mais j'avoue qu'ils ne restent pas longtemps au niveau, donc, dans la sphère politique. Mais j'ai comme l'impression, même nos universitaires, quand ils quittent le milieu de l'université pour aller dans la sphère politique, ils occupent des postes de responsabilité. En général, ils changent. On les reconnaît très peu. C'est réel. Politique publique, gouvernance économique. Je voudrais que l'on s'arrête sur une expression. Ça ne va pas. Voilà donc 4 mots qui occupent l'espace public, en tout cas l'espace médiatique, et qui opposent les différents composants de la société burkinabé aujourd'hui. Au-delà de la surenchère politique et des effets recherchés de communication médiatique, est-ce que cela renvoie véritablement à une réalité économique quand on dit que ça ne va pas au Burkina? Oui, quand on dit que ça ne va pas, c'est notamment la question de la survie des agents économiques, la question de la survie des ménages. Et il est certain que, de façon générale, nous avons observé, ça c'est depuis des années, que c'est que les gens parlent de la vie, c'est ce dont les gens parlent quand ils parlent de la vie chère, notamment. Ils estiment que la vie est relativement chère. On parle de l'inflation, même si effectivement les chiffres officiels indiquent que l'inflation est relativement faible. Mais bon, ça on peut mener des débats autour de cela. Mais ce qui est certain, les gens ont des difficultés à survivre. Et là, dans ce sens, on peut dire que ça ne va pas. Et ces dernières années, nous observons que effectivement, l'activité économique est au ralenti. Elle n'est pas aussi active que l'on aurait souhaité. Or, quand l'activité économique est au ralenti, il est clair que les revenus ne sont pas distribués. Et s'il y a peu de revenus qui sont distribués, les populations subissent de façon assez dure ces difficultés-là. En rapport justement avec l'expression « ça ne va pas », la CODER, qui est la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, situe justement ce qu'on considère comme ce marasme économique-là à octobre 2014, qui est le point de départ de l'insurrection populaire au Burkina. Est-ce que vous pensez que c'est plus un argument politique qu'une réalité économique ou une vérité économique? Je dirais plutôt que je mettrais plutôt ça sur la surenchère politique, ce qui est de bonne guerre, hein, et de pouvoir effectivement utiliser ces expressions-là, parce que vous observez que
les premières marches contre la vie chère ont eu lieu sous le régime passé, le régime qui est parti. Donc c'est dire que réellement ces problèmes-là, on les connaissait bien avant en fait l'insurrection. Et puis il faut reconnaître aussi que l'une des raisons majeures qui a suscité les jeunes à aller dans la rue, au-delà de la question de l'article 37, c'est la question de la survie des gens, la vie chère, la question du chômage, la question de la pauvreté. Et ça, c'est évident. Donc ça veut dire qu'en fait, ce sont des problèmes qui étaient assez récurrents, qui étaient forts, et fortement ressentis par les jeunes, notamment par les populations. Et donc, on ne peut pas dire qu'en réalité, ces problèmes-là partent de la période de l'insurrection. C'est vrai qu'après l'insurrection, il y a eu des difficultés de pouvoir relancer notre économie, parce que justement, nous vivions dans un contexte relativement difficile. Il fallait se réadapter à la situation et pouvoir relancer les choses. Mais ce n'est pas pour autant qu'on peut réellement lier les débuts de nos difficultés en 2014. Vous avez fait le constat tantôt que la situation économique de nos pays, ou du Burkina en particulier, n'est pas particulièrement reluisante. 60 ans pratiquement après les indépendances, on a connu la garangose, il y a eu le programme populaire de développement sous le Conseil national de la Révolution, il y a eu le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, il y a eu la SCAD. Aujourd'hui, la nouvelle Bible s'appelle le PNDS. Est-ce que véritablement les instruments économiques qui sont mis en œuvre, qui sont utilisés pour mettre en œuvre les politiques économiques au Burkina sont performants? Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver? Là, une fois encore, je dirais que les instruments ne sont pas adaptés. Ils ne sont pas adaptés parce que nous sommes là jusqu'à présent dans des difficultés majeures. Et on a effectivement commencé depuis les années 60 par des programmes différents. On a commencé par des programmes qui étaient essentiellement dirigistes, de planification, et ça n'a pas eu de résultats probants. Il y a eu les programmes d'ajustement structurel qui n'ont pas eu de résultats comme on l'aurait souhaité. Nous avons vu effectivement une relative stabilité économique qui a permis réellement de pouvoir stabiliser les fondamentaux de l'économie. Et même malheureusement, en termes de richesse, de redistribution de richesse, là, il n'y a pas eu de résultats concrets qui aient pu impacter, qui aient pu avoir un impact sur les populations. Le CSLP, c'est la même chose. Le CSLP a été mis en œuvre, il y a eu 2 CSLP différents, je pense bien, ça a été mis en œuvre, mais les résultats n'étaient pas du tout intéressants. La SCAD, c'est la même chose. On a des taux de croissance qui sont relativement acceptables, parce que parfois on a eu des taux de croissance qui sont plus élevés que ce qu'on observe dans la sous-région. Mais lorsque vous regardez ce taux de croissance, la répartition est très mauvaise. En fait, ça n'a pas d'impact sur la population. Pendant que vous avez un taux de croissance qui s'accélérait, qui était relativement intéressant, vous avez la pauvreté, le taux de pauvreté qui s'accroissait. C'est ce qu'on appelle le paradoxe burkinabé. Vous avez le taux de croissance, vous dites que c'est bon, et ensuite les populations sont de plus en plus pauvres. Comment ça s'explique? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une minorité qui a fait main basse sur les ressources du pays? Faire main basse sur les ressources du pays, je n'irai pas là, mais je dirais tout simplement que la redistribution est très mal faite. C'est vrai que vous avez une partie de la population qui s'enrichit forcément, et la majeure partie de la population, effectivement, ne profite pas de ces ressources-là. Mais je crois aussi que, au fond, on part d'une base qui est relativement faible. Hein. Le taux de croissance, quand on dit bon, il est de 5%, et que il est de 5%, mais la masse sur laquelle le 5% s'applique, s'il est faible, il est évident que vous avez très peu de ressources à redistribuer aux paysans, enfin à redistribuer aux autres. Donc, même s'il y a une redistribution, ça ne se sent pas au niveau des populations. Mais, parallèlement, il y a effectivement une couche de la société qui s'enrichissait en même temps. Bon, le PNDS, on est en train de voir. Mais pour l'instant, je ne vois aucun résultat probant et intéressant. Nous avons, ça fait pratiquement 2 années. On est à peine à quelques années de mise en œuvre. Il est peut-être intéressant d'attendre de le voir. Mais mon sentiment, honnêtement, est qu'à l'allure où les choses vont, si on n'y va pas vite, hein, on peut se retrouver dans une situation où on n'aura pas de résultats d'ici 2020. Parce que déjà en 2018-2019, vous savez, ce qui va se passer, c'est que l'intérêt ne serait plus le développement de notre pays ou la mise en œuvre des programmes, mais c'est plutôt de voir comment est-ce qu'on peut se faire réélire. Et là, vous allez comprendre qu'en ce moment-là,
on va se focaliser sur des éléments qui ne sont pas forcément des éléments économiques. De relance économique de la ville de Bobo-Dioulasso, il en a été question au cours de la semaine à la faveur d'un panel organisé par la CODER. Cette relance économique de la ville de Sia, ça fait des décennies qu'on en parle. Est-ce que cela ressemble, à mon avis, à des gesticulations politiques beaucoup plus qu'à une volonté réelle de faire bouger les lignes? Pourquoi est-ce que les hommes politiques de toutes les époques et de toutes les tendances politiques confondues brassent-ils autant de vent autour justement de cette relance de la ville de Bobo? Oui, autant de vent autour de la ville de Bobo, parce que réellement, d'abord, on dit que Bobo, c'est quand même la capitale économique de notre pays. Et il faut le reconnaître, la situation géographique de Bobo et les conditions climatiques de Bobo font qu'effectivement, si les ressources sont mises à la disposition de cette région, de cette ville, elle peut effectivement se développer de façon importante et contribuer fortement à la croissance dans notre pays. Vous savez, j'ai compris que dans les années 60, en tout cas au début des années de nos indépendances, dans les premières années de nos indépendances, il avait été prévu de mettre un aéroport international à Bobo-Dioulasso. Et vous savez pourquoi? Parce que Bobo-Dioulasso est au centre de la sous-région. Et ce qui était prévu, c'est de dire qu'en fait, on va faire de Bobo un hub. C'est-à-dire que les avions qui venaient de l'Europe descendent directement à Bobo-Dioulasso. Et de là, on fait des dessertes dans toutes les autres capitales de la sous-région. Et là, ça a été rejeté par les politiques depuis des années. Et jusqu'à présent, en réalité, ça a été rejeté. Aujourd'hui, le hub est à Doncé? Doncé n'est pas un hub, c'est plutôt Bamako qui est en train de prendre les choses en main. C'est Bamako, en fin de compte, où les gens sont allés pour essayer de voir comment est-ce qu'effectivement ils peuvent faire ce hub-là. Le Burkina a perdu totalement sur ce front-là. Et je crois qu'on n'essaie pas encore perdu, on peut toujours tenter ce coup-là. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, je me dis quand même que les conditions climatiques de Bobo font qu'effectivement, et d'ailleurs sa proximité avec la Côte d'Ivoire notamment, fait qu'effectivement on peut facilement réduire le coût de transport avec le réseau ferroviaire et pouvoir faire entrer des marchandises ici, que l'on peut faire repartir du côté, tant bien au Niger, au Mali, etc. etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à partir de Bobo. On a parlé de port sec. Bon, jusqu'à présent, je ne vois pas tellement la fonctionnalité de ce port sec. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire autour de Bobo qui peut effectivement permettre à cette ville de se développer et de participer pleinement au développement de notre pays. Et je crois que les politiciens doivent aller au-delà, donc, effectivement, des discours et proposer des politiques de relance effective de cette ville. L'actualité politico-économique, c'est la controverse sur le vote d'une loi d'urgence, en tout cas d'allègement dans la mise en œuvre des PPP, entendu par là partenariat public-privé. Qu'est-ce que vous entendez à cette controverse? Là, c'est vrai qu'on a vu qu'il y a eu des lois qui ont été adoptées pour pouvoir alléger. Et bon, ce que le gouvernement nous dit, c'est qu'il y a des retards qu'on a observés et qu'on est qu'à un taux de réalisation des investissements de l'ordre de 30%. Et pour cela, il faut accélérer les procédures. Autrement dit, le gouvernement est en train d'accuser les lourdeurs administratives, les lourdeurs des textes, pour pouvoir donc proposer une loi qui permet d'accélérer notamment les marchés publics, et particulièrement les PPP. Et en cela, on parle d'entente directe. Ça veut dire, en termes simples, c'est le gré à gré. Mon sentiment est que, en réalité, il y a effectivement, j'admets avec eux, que les projets n'ont pas été exécutés de façon efficace ces dernières années, cette année, et qu'il faut relancer les choses. Mais, à mon avis, l'instrument qui est proposé n'est pas un instrument efficient. Tout simplement parce qu'il faut regarder quelles sont les causes réelles, qu'est-ce qui a causé réellement ces retards-là. À mon avis, la première raison, c'est que nous avons observé dans notre pays, notamment cette année, depuis le début de l'année, des mouvements sociaux. Il y a une fronde sociale. Nous avons vu qu'il y a, par exemple, dans le secteur financier, il y a eu la grève
des agents du Trésor. Il y a eu la grève des agents des finances qui a duré presque 45 jours. Oui, effectivement. Ceux des Trésors, ça a duré presque 14 jours. Et ces agents-là entrent dans le processus de mise en œuvre des marchés publics. Lorsque, par exemple, ceux des finances sont allés en grève, ça veut dire que tous les documents de publication qui relèvent qui permettent de publier en fait les marchés publics pour que les agents économiques puissent soumissionner n'étaient pas produits. Donc c'était bloqué. Du côté du Trésor, quand ils sont allés en grève, il fallait pouvoir éventuellement acheter des dossiers pour pouvoir soumissionner. On ne pouvait pas les acheter. Donc tout ça, ce sont des éléments qui permettent de bloquer le système. Deuxième point, j'observe que de façon générale, dans tous nos ministères, quand vous avez un nouveau ministre qui arrive, il change les gens. Notamment ceux qui sont en charge des questions de marché public, qui sont formés, qui ont une expérience acquise et qui permettent de pouvoir accélérer les processus. Mais quand vous les changez, vous mettez de nouvelles personnes, ils prennent du temps pour pouvoir éventuellement comprendre ce processus et pouvoir avancer. Mais quand un nouveau ministre arrive, il y a aussi que ceux qui ont le pouvoir ont envie de l'exercer. Oui, mais exercer le pouvoir ne veut pas dire qu'il faut changer les fonctionnaires. Le fonctionnaire est un agent qui, dans l'exercice de sa fonction, est censé être apolitique. Et il doit être au service de celui qui est là. Et c'est ça qu'on doit faire. Alors, à force de vouloir changer les gens, vous, non seulement, en fait, effectivement, vous êtes en train de politiser en fait, l'administration, et là, ça pose un problème majeur. Donc, à mon avis, je crois qu'il faut mettre en œuvre, tout en œuvre, pour que, effectivement, ces agents-là puissent utiliser leur expérience et puissent pouvoir contribuer à l'accélération, notamment, des procédures de marché public. Et à mon avis, je crois que ça, c'est un élément très important. C'était plutôt là qu'il fallait agir, notamment travailler à discuter sur le front social avec les agents économiques pour qu'effectivement on puisse relever cet aspect. Deuxième élément sur lequel je pense qu'il faut aussi insister, c'est que les différentes lois, notamment la loi sur les PPP, ça a été adopté, il y a une des lois qui a été adoptée en 2017, récemment. La loi sur les marchés publics était adoptée il n'y a pas si longtemps que cela. Normalement, la déontologie, ou plutôt les principes d'une bonne gouvernance, exigent que l'on puisse faire une évaluation, une analyse d'évaluation de la réglementation et de voir en fait, est-ce que c'est la réglementation qui pose problème ou alors c'est d'autres facteurs. Et là, on va tout simplement dire qu'on est en train de nous dire que c'est la réglementation qui pose problème. On n'a fait aucune évaluation. Il faut évaluer, regarder et voir s'il y a problème. Et c'est sur cette base-là qu'on fait les réformes. On ne peut pas se lever faire des réformes sans avoir éventuellement... On n'a même pas parfois même pas mis en œuvre. Les gens n'ont même pas eu le temps de comprendre les textes qui ont été adoptés avant même de les mettre en œuvre. Et on les change déjà. Et je crois que tout ça, ça fait qu'effectivement, ça peut se poser des questions sur... Parce que le gré à gré, hein, les attentes directes, il y a beaucoup de conditions. Les textes le prévoient. Il y a des conditions dans lesquelles il faut le faire. Et je crois que le gouvernement est au courant. Et deuxième, et aussi, il est indiqué que lorsque vous voulez faire du gré à gré, il faut forcément être certain que celui que vous allez prendre dans le domaine des PPP a l'expérience requise, la bonne expérience, il a la couverture financière requise importante, suffisante, pour pouvoir mettre en œuvre l'activité que vous voulez qu'il mette en œuvre, et le faire à des coûts relativement intéressants pour les populations. Mais le gouvernement explique tout de même que le gré à gré qui est proposé, il y a un certain nombre de balises qui seront en tout cas mis pour empêcher que ça n'aille dans tous les sens. Oui, mais le problème des balises, on sait comment dans notre pays, par exemple, vous voyez par exemple dans le cas du gré à gré, il est prévu que normalement, lorsque vous donnez le marché à quelqu'un, à une entreprise, cette entreprise doit mettre sa comptabilité à la disposition des contrôleurs éventuellement, pour que ces contrôleurs puissent regarder si les prix, c'est-à-dire le compte d'exploitation, si les prix que vous avez proposés sont effectivement des prix réels et acceptables pour éviter qu'il y ait des surfacturations. Et vous comprenez que dans ce pays-là, très rarement ce type de contrôle ne s'est fait.
Et on a vu aussi que de façon générale, on dit qu'il y aura des contrôles, mais malheureusement, même quand il y a des contrôles, nous avons vu ce qui se passe. Hein. Il y a des contrôles, il y a des résultats qui sortent, il y a des rapports qui sortent, mais il y a très peu de sanctions, de mise en œuvre de sanctions. Et donc, les contrôles, on peut le dire, on peut le faire, on pourrait éventuellement le faire, mais on n'est pas sûr que ça pourrait avoir un impact. Et dans ces conditions-là, les différentes parties prenantes, sachant cela, pourraient éventuellement agir comme ils l'entendent. Dans l'entendement de l'opposition, c'est une légalisation carrément de la prédation des ressources publiques. Est-ce que vous irez jusqu'à voir des choses ainsi? Non, je ne dirais pas que c'est une légalisation de la prédation, mais je dis qu'on est en train d'ouvrir, de donner des possibilités que des gens puissent profiter en fait de la situation et pouvoir effectivement dissiper des ressources publiques dans ce sens-là. Le débat contradictoire sur la loi n'a pas eu lieu puisqu'on a vu l'opposition politique, en tout cas, quitter l'hémicycle. Comment vous analysez ce geste politique? Oui, mais bon, en fait, l'opposition est partie. Là aussi, c'est de bonne guerre. Hein. C'est de dire qu'en fait, je crois que l'argument qui a été avancé, c'est qu'ils ne veulent pas être complices de ce qui est en train de se passer. Et si leur conviction est qu'effectivement, comme vous l'avez indiqué, on est en train de légaliser de la prédation dans notre pays et qu'ils ne veulent pas être complices de cela. Et je le comprends fortement parce qu'en réalité, ce qui s'est passé dans notre pays, c'est que de façon générale, nous avons observé que la question de la corruption n'a jamais été résolue de façon correcte dans notre pays et que on observe actuellement, on a des soupçons, on a des tendances à comprendre qu'en réalité les choses sont en train d'être aller dans le même sens que ce qu'on a observé antérieurement. On n'a pas d'éléments à le dire, mais c'est le sentiment que les gens ont. Et sur cette base-là, je pense qu'ils sont en droit de dire qu'en réalité, il est possible que l'on puisse réellement profiter de ces attentes directes-là pour pouvoir effectivement refaire la cagnotte pour éventuellement préparer les élections de 2020. Il y a tout de même, disons, l'autorité supérieure de contrôle d'État avec le professeur Luc Malus Ibriga qui aborde la problématique de la corruption différemment. On a quand même quelque part le sentiment qu'on ne peut plus bouffer facilement l'argent public, en tout cas, avec un certain nombre de rapports fournis notamment par l'ASE, avec le nouveau dispositif institutionnel de cette structure-là. C'est vrai qu'il y a eu des avancées avec l'ASE. On observe qu'il y a des rapports qui se mettent en œuvre, il y a des choses qui se font. Mais vous savez, les bureaucrates, j'allais dire, ou les prédateurs sont très imaginatifs. Hein. Et chacun réellement développe en réalité des stratégies pour pouvoir éventuellement mener sa conduite de prédation. Bon, c'est vrai que les choses sont de plus en plus difficiles, mais il y a toujours des ouvertures qui sont possibles. Et je pense que là, on ne peut pas, a priori, dire que dans la situation actuelle, nous serons dans une situation de corruption zéro, quoi. Sur le fond, quelle est votre opinion sur le PPP en tant qu'alternative dans les problématiques de développement? Les PPP, si ils sont bien mis en œuvre, ils peuvent effectivement permettre de pouvoir mettre à la disposition des populations des services et des ouvrages qui sont utiles au développement de notre pays. Parce qu'en réalité, le PPP tel qu'il est conçu, c'est parce qu'on est en train de se dire que l'État a parfois des difficultés à pouvoir mettre en œuvre certains ouvrages, certaines activités, parce que c'est relativement coûteux. Et l'on invite le secteur privé à pouvoir injecter les ressources et éventuellement exploiter et se payer sur les produits de cet ouvrage. Une fois qu'ils le font, ça aide notamment les populations, ça aide notamment les entreprises privées, ça aide à pouvoir donc avancer. Dans ce sens-là, je pense que le PPP peut être un élément qui peut relancer les économies. Mais, pour vous dire la vérité, ce que nous observons, ce n'est pas uniquement au Burkina, hein, dans certains autres pays, notamment africains de la sous-région,
j'observe que, tels que les PPP sont mis en œuvre, ils sont mal compris. Ils sont mal compris et très mal mis en œuvre. Et donc, à mon sens, ça peut être une forme de leurre que nous avons dans nos pays. Quand on parle de PPP, ce sont des leurres en réalité dans nos pays. C'est pour pouvoir réellement, une fois encore... parce que bon, quand vous dites que dans le cadre d'un PPP, qu'on va demander au secteur privé de faire tel ouvrage et qu'on va le payer après, ça ne se fait pas comme ça. Il doit mettre l'ouvrage en œuvre, faire de sorte que l'ouvrage soit rentable, il exploite, il rentabilise et il exploite. Quand vous dites à cette personne que mettez l'ouvrage en œuvre, s'il y a des problèmes, nous garantissons. Vous donnez des garanties, mais là, ça ne va pas. Le gars ne fera pas le produit comme il se doit. Par contre, s'il doit se payer sur le produit lui-même, s'il doit faire de sorte que le produit qu'il va donner soit de bonne qualité, que les gens puissent consommer ce produit-là, il va mettre tout en œuvre pour que ce soit de très bonne qualité. Okay? Mais si vous êtes derrière, vous dites que vous allez pouvoir rembourser, éventuellement le payer, éventuellement garantir certaines pertes, mais il donnera un produit de mauvaise qualité. Voilà. Quand le bâtiment va, tout va, c'est une maxime qui est utilisée par les économistes en tout cas. C'est lundi, le chef du gouvernement, Paul Kabatiba, a procédé au lancement du projet de construction de 40 000 logements économiques et sociaux à Koubri. Quel est le regard de l'économie sur cette initiative du gouvernement Thieba qui entre bien entendu, comme vous le savez, dans le cadre de la mise en œuvre du programme présidentiel? Non, à mon avis, je crois que c'est toujours bon d'apprendre quand il y a effectivement des activités qui vont dans le sens de pouvoir relancer l'activité économique dans notre pays. Mais bon, à mon avis, je crois que là aussi, au-delà de l'État qui doit lancer ce type d'activité, je crois qu'il faut tout mettre en œuvre plutôt pour que le secteur privé puisse exercer de façon pleine et entière ses prérogatives et ses activités. Et à mon avis, je crois que le rôle majeur de l'État ici, c'est beaucoup plus d'essayer de mettre en œuvre des infrastructures de soutien au secteur privé. Parce qu'il y a une sorte de relation, de complémentarité entre les activités du secteur privé, et secteur public et le secteur privé. Donc par exemple, faire de sorte que nous ayons nos infrastructures routières et ferroviaires qui soient de très bonne qualité, faire de sorte que, par exemple, les facteurs de production soient à des coûts relativement réduits, notamment la question de l'énergie, etc., etc. Et je crois que là, réellement, c'est là que l'État doit jouer son rôle le plus fort. Parce que, bon, les questions... En réalité, si ce rôle est bien joué et que le secteur privé est très dynamique et réussit à fonctionner correctement, je pense que les questions de logement suivront tout naturellement. Ce 4 juillet, la loi sur la réforme de la Haute Cour de justice a été adoptée par l'Assemblée nationale. Là, on change complètement de sujet. À l'origine de cette loi, vous le savez, il y a les exceptions d'inconstitutionnalité qui avaient été soulevées par les avocats devant justement cette juridiction-là. Est-ce que vous pensez, comme le CDP, que le vote de cette loi ne résout pas, en tout cas, tous les problèmes soulevés, ou bien est-ce qu'au contraire, vous direz que la réforme qui est engagée va permettre véritablement de dire le droit, rien que le droit, dans ce procès des membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré? Là, je pense quand même qu'il y a eu effectivement des erreurs dans l'adoption de cette loi. Et j'ai compris que le gouvernement a compris qu'il y avait un problème et qu'il a directement demandé à l'Assemblée nationale de pouvoir éventuellement travailler sur ces questions-là. Et cette loi a été adoptée. À mon avis, je crois que c'est une très bonne chose. Hein. C'est une très bonne chose, dans la mesure où il y avait quand même des problèmes, la question de la double juridiction. Le double degré de juridiction. Le double degré de juridiction. Il y a aussi la question en fait, de la représentativité en fait, de partis civils qui n'était pas... Et je crois que ça, sur ce plan-là, en fait, le problème c'est quoi? Nous avons décidé d'adopter un certain type de droit. Quand j'étais plus jeune, étudiant, on parlait de droit bourgeois. On a adopté le droit, il faut l'adopter dans toute sa contenance et accepter tout ce qui va avec, notamment ce principe-là et ces différents principes qui permettent effectivement à toutes les parties de pouvoir éventuellement répartir, se faire juger si on n'est pas d'accord avec, et éventuellement demander aussi, notamment aux victimes, de pouvoir avoir la possibilité de s'exprimer. À mon avis, je crois que c'est une avancée forte. Et là, il faut féliciter le gouvernement d'avoir accepté le faire et d'avoir soumis cela à l'Assemblée
nationale. Maintenant, le CDP va ici opposer tout simplement parce que, effectivement, là encore une fois, c'est normal, hein, c'est une bataille politique, c'est de bonne guerre. Elle va s'y opposer, elle va effectivement trouver des raisons. Mais je crois que là encore, je ne suis pas juriste, ils peuvent relever ces éléments-là sur un plan juridique et pouvoir effectivement les poser là où cela se doit. Autre actualité, autre polémique, il s'agit de l'incarcération de Djibril Bassolé, général de gendarmerie, détenu en tout cas depuis le putsch du 16 septembre. Voilà, sa détention a été jugée illégale, disons arbitraire, c'est plutôt le terme, par le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Voilà. Et la réponse du gouvernement a été en tout cas donnée par le ministre René Bagoro, qui estime pour sa part, en tout cas, que la procédure contre le général Bassolé a été engagée dans le strict respect du droit burkinabé. Donc voici les deux positions. Comment est-ce que vous analysez? Oui, là aussi, nous sommes quand même en fait, je crois que ce n'est pas la première fois que nous avons ce type de problème avec les instances internationales. Et il y a des positions diamétralement opposées. Et à mon avis, je crois hein, que si, je ne suis pas juriste non plus encore, mais la question, par exemple, les raisons qui ont été avancées notamment par le gouvernement, c'est de dire que Djibril Bassolé, bien que ayant été mis à disposition, c'est ça, non? En disponibilité. En disponibilité plutôt, est toujours considéré comme un militaire. La question que je me pose, je suis en train de me demander si quelqu'un est en disponibilité, est-ce qu'en réalité, il est astreint au règlement intérieur en fait, de la structure dans laquelle il était? Et je ne suis pas très sûr. Je ne suis pas très sûr. Et en ce sens-là, que par exemple, en tant que fonctionnaire, si vous décidez, par exemple, je décide de me mettre en disponibilité par rapport à l'université, mais est-ce que réellement je suis, pendant ma disponibilité, astreint au règlement intérieur de l'université? Je ne suis pas très sûr de cela. Mais en fait, c'est une question que je pose, n'étant pas, encore une fois, n'étant pas juriste. Mais la crainte que j'ai, nous avons mené ce type de bataille, notamment avec les instances sous-régionales, dans d'autres circonstances, et nous avons perdu. Et là, je suis en train de me demander si nous ne sommes pas en train de mener une bataille perdue à l'avance, quoi, en fait. Et à mon avis, je crois qu'il faut y réfléchir, peut-être, encore une fois, faire appel aux juristes qui sont les spécialistes de ces questions, pour pouvoir l'analyser de façon très profonde et très sérieuse. Je sais que le ministre est lui-même juriste et magistrat, et qu'il connaisse, il sait ce qu'il dit, mais je pense qu'il faut encore regarder beaucoup plus profondément ces questions-là, pour ne pas encore avoir à se retrouver en confrontation avec les Nations Unies. Quand le ministre Bagoro dit que la procédure s'est faite dans le strict respect du droit burkinabé, il explique également que même si, par extraordinaire, Djibril Bassolé était un civil, il pourrait très bien être entendu par la justice militaire parce qu'il y a eu déjà des procès où des civils, parce qu'étant impliqués dans une opération de déstabilisation de l'État, ont été entendus par la justice militaire. C'est l'un des arguments aussi qui a été développé par les autorités burkinabées. Tout à fait. Tout à fait. J'ai vu que c'était un élément qu'ils avaient soulevé. Et encore une fois, je dis que la commission de l'ONU qui a analysé cette question et qui a sorti ce verdict est aussi constituée de juristes qui, quoi qu'on dise, autant connaissent le droit international comme ils le font, tout comme nos gars, aussi certainement connaissent le droit burkinabé dans son fond. Et le problème, c'est que le droit, tout comme la science économique, ce n'est pas vraiment des sciences aussi exactes que cela. Et chacun a son interprétation de la chose. Et à mon avis, je crois qu'en tout état de cause, les jours à venir, ou en tout cas les semaines à venir, nous éclairerons en fin de compte sur sur la finalité, effectivement, ou le fond de cette question-là.
L'autre actualité sur le front judiciaire, c'est ce rapport de la commission d'enquête du Conseil supérieur de la magistrature qui met à l'index 37 magistrats, auxiliaires de justice, personnel de la justice d'une façon générale pour des manquements à l'éthique et à la déontologie. Pour faire simple, il y a cas de corruption. Comment est-ce que vous avez accueilli ce rapport-là? Très favorablement. Parce que, vous savez, je m'intéresse beaucoup à ces questions donc, de gouvernance et de corruption de façon générale et qu'on utilise beaucoup, on analyse beaucoup dans le cadre de notre laboratoire. Et il est évident, et chacun le dit, il n'y a aucun doute à cela, que nous avons un problème réel avec la justice dans notre pays. Et tout le monde dit qu'il y a de forts soupçons de corruption au niveau donc, de la justice et que chacun y va, chacun dit que lorsque vous n'avez pas réellement des aptitudes de corruption, votre dossier au niveau de la justice aurait des problèmes. Et à mon avis, si effectivement la justice ou la commission en fait, a décidé réellement de pouvoir, en fait, ou plutôt le Conseil supérieur de la magistrature a décidé de se saisir de ce type de dossier et de mettre une commission en place, je crois que c'est très essentiel et c'est très important. D'abord, je crois que c'est la première fois qu'on observe ça ici. Et je crois que là, pour cela, il faut féliciter le gouvernement d'avoir pensé à le faire. Ça, c'est très favorable. Et ça permet de donner en réalité... Les autorités judiciaires, les autorités judiciaires, les autorités judiciaires, j'allais dire, voilà. Pouvoir. Enfin, de toute façon, ça c'est de fait, enfin, oui, c'est ce qu'on dit, la séparation de pouvoir. Vous n'y croyez pas? Pas tellement. Mais je veux dire que ça donne en réalité un signal assez fort, un signal très fort du reste, aux autres magistrats, aux magistrats de façon générale, que effectivement on peut les épingler s'il y a des problèmes de corruption et que s'ils sont dénoncés. Ça c'est très important. Ça peut être un élément, un début de solution à ces questions de corruption au niveau donc de la justice. Deuxième élément, c'est un signal fort aussi au reste de la population. Parce qu'on peut se dire que si les juges eux-mêmes s'attaquent à ce problème-là et attaquent les membres de leur corps, ça peut aussi nous concerner, nous autres qui ne sommes pas les magistrats. Et donc ça peut être un signal assez fort, ça peut être un bon départ. Et je crois que c'est les éléments qu'il faut faire peut-être dans tout le reste de l'administration. Sur le front social, on revient là-dessus, vous avez parlé justement des grèves à répétition tantôt. Cette semaine, c'est le syndicat, en tout cas de la culture, qui est engagé dans un bras de fer avec le gouvernement par l'observation d'une grève illimitée. Il y a au niveau des infrastructures, des sittings qui ont été observés. De façon globale, quel est le regard que vous jetez sur cette fronde sociale au Burkina? Bon, il faut admettre que les syndicats sont dans leurs droits, ils exercent leurs droits. Ils se battent pour avoir des conditions de vie meilleures, des conditions de travail meilleures. Maintenant, moi en tant qu'économiste, je sais que, et j'avais commencé à le dire par rapport donc à la situation sur les marchés publics, au-delà du bien fondé ou non de différentes revendications, le regard de l'économiste est que ça a un impact sérieux sur l'activité économique dans notre pays. Premièrement, je le disais tout de suite qu'il y a une complémentarité entre secteur public et secteur privé. Parce que le secteur privé se fonde sur un certain nombre de services publics pour pouvoir avancer. Et si effectivement ces services publics ne sont pas disponibles ou sont de mauvaise qualité, vous comprendrez que le secteur privé, les résultats du secteur privé seront très mauvais. Donc sa productivité va baisser. Et ça va jouer négativement sur la croissance de notre pays de façon générale. Donc sur ce plan-là, je crois qu'il faut peut-être regarder quels sont les impacts effectifs de cette fronde sociale-là sur notre économie. Et à mon avis, ça doit être un élément fort que le gouvernement doit considérer pour pouvoir éventuellement mener les négociations très rapidement avec
les agents économiques, ou plutôt les agents du secteur public, notamment qui sont en position, qui font la grève. Parce qu'en réalité, ce que le gouvernement fait, c'est de dire, ils attendent un peu trop avant de commencer les négociations, et ça prend du temps. 45 jours, ça me fait excessif, c'est excessif. 14 jours, à mon avis, c'est excessif. On peut tout de suite, vous prenez 45 jours, et en fin de compte, vous finissez par céder. Autant pour qu'on n'ait pas commencé les discussions dès le départ, et peut-être même anticiper. Parce qu'on sait, au niveau de la culture, je crois qu'il y a eu quand même des signaux. Il y a eu des signaux qui ont été faits. Les gens ont commencé par des petits mouvements, ils ont fait des revendications, et il n'y a pas eu de réaction. Il faut anticiper. Et là, je pense qu'il y a un problème d'anticipation, donc ici, au niveau du gouvernement, et ça peut avoir un effet négatif sur... Et là, ça fait qu'on finit par dire, voilà, il faut faire des ententes directes parce qu'on veut accélérer les choses. Vouloir accélérer les choses, même quand on fait des ententes directes, ce sont ces mêmes agents-là qui vont mettre en œuvre les activités, notamment. Tant bien en amont qu'en aval. Donc ça va poser des problèmes encore, si on ne résout pas les problèmes des travailleurs. Voilà. Sur la toile et sur les réseaux sociaux, on va dire que c'est une bande sonore qui fait le buzz, une conversation téléphonique présumée entre Safiatou Lopez Zongo et Idrissa Nogo du MPRESCA, le mouvement Plus Rien ne sera comme avant. En tout cas, nous plonge dans les tréfonds, je dirais, marécageux de la bassesse humaine. Ça. Les propos imputés à Idrissa Nogo, en tout cas, dépassent de loin les limites imaginables de l'indignité. Mais l'intérêt du sujet, c'est que cela jette quelque part un discrédit sur les organisations de la société civile et sur l'engagement citoyen. Est-ce que vous avez écouté cette bande sonore? Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas écouté la bande sonore, mais j'ai suivi des échos au niveau donc, des radios de certaines radios de la place qui ont beaucoup commenté ces questions-là. Mais bon, j'ai compris qu'en fait, il y a des dénonciations ou des calomnies, si je peux mettre parler en ces termes-là, à l'égard d'un certain nombre de membres de la société civile. Je pense que c'est vraiment dommage qu'on arrive à cela. C'est dommage parce qu'il faut quand même dire que on avait un espoir qui était fondé sur les organisations de la société civile. Parce que, quoi qu'on dise, ils étaient, pour bon nombre d'entre eux, à la base de la fronde sociale que nous avons observée, à la base donc de l'insurrection que nous avons connue dans notre pays. Ils ont fait un travail assez, et même très intéressant, et un travail immense pour qu'on puisse arriver à là où on est arrivé, avec l'appui, ou plutôt en tout cas en collaboration, avec les différents partis politiques de l'opposition de l'époque. Donc il y avait un espoir. Et il me semble aussi qu'il y avait aussi un espoir, en réalité, non seulement au Burkina ici, mais dans le reste du monde, et notamment en Afrique. Alors, lorsque vous entendez ces choses-là, vous comprenez, et ça c'est ce qui est vraiment décevant, vous comprenez qu'en réalité, beaucoup, ou en tout cas un grand nombre de ces personnes qui étaient dans le cadre de la société civile, en réalité, ce n'était pas un idéal qu'ils visaient, ce n'est pas réellement le bien-être de la société, mais c'est plutôt une façon de se faire une place dans la société, une façon de se faire des ressources. Et ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas parce qu'il y a beaucoup de ces organisations-là qui ont été conçues, qui ont été fabriquées par des partis politiques. Il y en a qui, en réalité, sont partis de politiciens pour venir créer. Il y en a même qui sont en même temps, dans les deux, ils sont dans la société civile, ils sont aussi dans les partis politiques. Et là, ce n'est pas surprenant. Et vous comprendrez aussi que ça nous montre en quoi, en réalité, beaucoup de gens qui s'agitent dans notre pays s'agitent tout simplement parce qu'ils veulent des ressources, ils veulent se faire une place au niveau donc, de notre société. Et nous avons compris cela dès le départ. Dès que nous avons, après l'insurrection, il y a un bon nombre d'entre eux qui se sont déjà accoquinés avec ceux qui étaient au pouvoir. On nous dit, je n'ai aucun élément à l'affirmer, pour pouvoir le dire, mais on nous dit qu'il y en a qui ont profité en fait, de la transition pour s'enrichir. On nous dit qu'actuellement, il y en a qui en profitent, donc du régime du MPP pour s'enrichir. Donc, c'est dire qu'en fait, il y a effectivement parmi les membres de cette société civile des brebis galeuses
Mais ce qui est encore décevant par rapport à ces propos, c'est que je trouve ça quand même indigne, quoi, en fait. Et c'est malheureusement ça, ce qu'on observe aussi au Burkina. Les gens sont prêts à faire de la délation, à traîner les autres dans la boue, parfois de façon sans raison majeure, sans éléments probants pour pouvoir le faire, mais ils le font. Et malheureusement, quand on le fait, une fois que c'est parti dans les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas démentir cela. Vous ne pouvez pas le dire à tous ceux qui ont écouté qu'en fin de compte, voilà ce que moi je pense de cela. On m'a dit qu'il y en a qui sont allés en justice. On espère que on verra laquelle la vérité sortira de là. Actualité internationale, à présent, a commencé par le sommet de l'Union africaine. La grande messe a été en tout cas dite à Addis sur fond de revendication, on va dire, d'une autonomie de l'organisation quant à ses sources de financement. La question est de savoir si la foi des fidèles s'en est sortie, on va dire, grandie quant à la capacité de l'organisation continentale à faire face aux enjeux de l'unité africaine. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des débats autour de cette question. Mais je crois quand même déjà le fait d'avoir pensé, de se dire que nous avons une organisation qui dépend des autres. Nous sommes quand même un continent relativement grand, qui a des ressources, qui a des pays qui sont relativement, qui ont des ressources relativement importantes et qui pourraient éventuellement contribuer fortement en fait, au budget donc, de l'Union. Et le fait même de dire qu'il faut que nous ayons une certaine autonomie, que nous ayons notre autonomie, notre indépendance par rapport aux autres, ça nous permet d'être relativement libres et de pouvoir dire ce que nous pensons et de pouvoir contribuer au développement du monde entier, du monde de façon générale, de pouvoir participer au débat. Sans se dire qu'en fait, je ne dois pas frustrer telle ou telle personne qui est mon donateur, qui est l'un des principaux donateurs dans notre système. La question de prélever les 0,2% ne semble pas pourtant recueillir l'assentiment de l'ensemble des pays. Tout à fait, mais ça c'est un problème. Il faut pourtant le tirer quelque part, à mon avis. Il faut tirer ces ressources quelque part. Et parce que quand vous demandez ça à toutes les organisations régionales, continentales, africaines, lorsqu'on dit aux États de contribuer, les États ne contribuent pas. Il faut, à mon avis, je crois qu'il faut trouver un mécanisme qui permet de faire des prélèvements directs de ce type. Et là, on est sûr d'avoir des ressources pérennes. Mais quand vous demandez aux États de cotiser, ils ne cotisent pas. Ça, c'est dans toutes les organisations. Robert Mugabe qui vend des vaches, qui recueille $1 million qu'il remet à l'organisation, disons à l'Union africaine. Est-ce que vous direz que c'est le dernier des Mohicans qui est encore bercé par l'illusion de cette Union africaine-là? Oui, tout à fait, je suis d'accord avec lui. Enfin, je pense que, vous savez, Mugabe, c'est le genre de personne qui, même si en fait les Occidentaux ne veulent pas sentir cette personne, même si effectivement sa gouvernance n'est pas au top des tops, selon les canaux des Occidentaux, il a quand même un idéal. Et je crois qu'il a une vision. Notamment si effectivement, il s'est dit, il veut donner ce signal-là, nous pouvons trouver à l'intérieur de nos pays des ressources que l'on peut mobiliser pour pouvoir éventuellement contribuer. Et je crois que ce n'est pas une mauvaise chose en tant que telle. C'est un signal. C'est de dire aux gens, voilà, on peut, essayons. Et comme vous l'avez dit, je pense que c'est l'un de ceux qui croient réellement à cette union, même si effectivement, il y a des gens qui s'opposent fortement à lui. Il est l'un des rares personnes qui y croient. Moi, je dirais qu'on avait la possibilité, bon, même si là aussi, en fait, c'est quelqu'un qui était très controversé, Kadhafi aussi avait essayé, à l'époque, de mettre des ressources pour qu'on puisse aboutir à quelque chose. Parce que tant que nous n'avons pas cette union assez forte, très forte dans notre continent, on aura des difficultés à pouvoir évoluer, à pouvoir compétir avec le reste du monde. Alors maintenant, un mot sur l'héritage politique de Madiba, le père de la nation arc-en-ciel. Jacob Zuma, l'un de ses successeurs, se retrouve aujourd'hui empêtré dans des scandales à corruption à répétition. Quel regard vous portez sur le cas Zuma? Oui, le Zuma, en fait, ici, c'est dommage qu'on arrive à cela dans un pays comme l'Afrique du Sud, qui était quand même un modèle, hein, notamment avec
Nelson Mandela, et qui se retrouve dans ces scandales à répétition, et qui nous rappelle beaucoup de potata africain, qui nous rappelle beaucoup le dirigeant de notre continent, qui effectivement n'ont de cesse que de ramasser les ressources de leur pays, ils n'ont de cesse que de pouvoir piller, de pouvoir en fin de compte mettre à leur propre disposition en fait, les ressources de leur pays. Et je crois que là c'est vraiment, c'est très décevant hein, de la part de cette personnalité qui pourtant a participé pleinement à la lutte de libération dans son pays et qui était quand même à la pointe au niveau donc, de l'ANC. Et vous savez, comme on le dit parfois, le pouvoir corrompt. Et c'est vraiment dommage qu'on arrive à cela avec, à ce niveau-là. Et j'ai vu que tout le monde, en fait, y compris au sein de son propre parti, il y a de la fronde. Les gens se sont ligués pour dire des partis. Et même Desmond Tutu est sorti marcher pour son départ. Et je crois que c'est assez sérieux. À mon avis, je crois qu'il doit tirer les leçons de cela et pouvoir, en tout cas, décider de raccrocher, quoi. On a 3 minutes, on a 2 questions, on va y aller très rapidement. Je voudrais d'abord un mot sur l'avenir du franc CFA. Faut-il y rester ou faut-il en tout cas en sortir? Et c'est au docteur en économie monétaire et budgétaire que je pose la question. Le franc CFA, il faut dire que c'est... Tel que le débat est parti. D'abord, la question de la monnaie, il y a un problème de souveraineté, ça c'est évident. Il y a, c'est très rare, c'est vraiment l'un des rares cas dans le monde où des pays ont leur parti qui est en partie dirigé par d'autres pays, notamment la France. Et à mon avis, je crois qu'il faut trouver les voies et moyens pour pouvoir se décrocher en réalité de partie de ce système. Tout simplement parce que ça nous donne l'attitude de pouvoir gérer de façon libre notre monnaie et de pouvoir décider des types de politiques monétaires que nous voulons mettre en œuvre. Mais je dis partir, il faut le faire de façon graduelle. Il faut le faire de façon graduelle. Et je crois que je conviens avec mon ami Kakou Nupoko qu'il faut peut-être essayer de voir, au lieu d'arrimer notre monnaie à l'euro, de l'arrimer à un panier de monnaie et ensuite essayer de voir comment on peut effectivement se décrocher totalement et aussi faire un change flexible pour pouvoir être comme les autres pays. Vous voyez, des pays comme le Ghana, le Nigeria sont dans des changes flexibles. Ils n'ont aucun problème majeur. Ça évolue bien. Dernière question, le sommet du G20, on a vu tous ces affrontements entre les extrémistes de gauche et les pacifistes qui ont organisé plein de manifestations. Leur argument, c'est qu'il faut une autre alternative à la mondialisation néolibérale. Est-ce que vous partagez leur combat? Est-ce que vous comprenez leur point de vue? Oui, je comprends leur point de vue dans ce sens que... bon, le libéralisme, je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a... plusieurs volets qu'on peut regarder. Mais vraiment, quand on parle du néolibéralisme, là, effectivement, et là, ce qu'on observe, c'est que vous avez des économies, ou plutôt des dirigeants qui décident, notamment les Occidentaux, pour les autres. Et qui décident pour les autres et à leur profit, dans leurs intérêts propres. Et ça, effectivement, ça pose un problème majeur. Parce que les pays comme les nôtres, si l'on rentre dans le cadre en fait, de cette dynamique, nous serons toujours à la traîne. Parce que réellement, notre développement ne pourrait jamais sortir de là, de ce moule-là. Et dans ce sens, effectivement, je comprends qu'ils puissent éventuellement manifester contre effectivement ces grands du monde qui ont décidé d'ouvrir un peu. Ils ont mis maintenant les pays émergents dedans pour pouvoir colorer un peu les choses. Mais je crois qu'au-delà de ça, il faut peut-être que nous puissions avoir une certaine liberté d'action. Et pour cela, je pense que je conviendrai avec eux qu'il faut quand même faire des efforts nécessaires pour pouvoir libérer, ou plutôt laisser avoir un peu de laisse pour ces pays, notamment les pays en développement comme les nôtres.
Merci bien, professeur Ouedraogo, d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette émission. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir dimanche prochain, toujours en direct sur la RTB avec un autre invité sur la brèche. Bonsoir.